Bonjour à tous et bienvenue sur Influencio. Et comme promis, on est en direct. Donc là il est 17h et quelques, j'ai un tout petit peu de retard mais il n'y a pas de problème, c'était juste des petites conditions techniques qui étaient un peu compliquées. Mais voilà, on est là. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi une super invitée qui va se présenter tout de suite. Bonjour Constance. Bonjour, donc je m'appelle Constance, j'ai 29 ans, je suis freelance en communication, spécialisée en digital et je suis également cofondatrice du Café Moustache à Rouen. D'accord. Donc ça fait combien de temps que tu exerces un petit peu dans ce domaine-là ? Alors que j'exerce à 100% en professionnel depuis 2014 et avant ça je travaillais déjà un peu en freelance à côté de mes études. D'accord. Et donc concrètement, aujourd'hui, ta semaine type entre donc ton côté freelance, éventuellement tes projets d'avenir et tu me disais que tu étais encore en CDI. Oui. Comment est-ce que tu vis en ce moment ce monde-là ? Alors là, je suis en train de quitter un CDI dans le marketing et pour me consacrer à 100% à mon activité de freelance. Et du coup, ma semaine type, c'est rechercher des nouveaux clients pour ma nouvelle activité, travailler déjà pour les clients que j'ai déjà acquis, notamment une marque de vêtements éco-responsables pour laquelle je commence à travailler de manière assez concrète. Et puis après, c'est travailler un petit peu sur la communication du café auquel je suis associée. Et puis voilà, j'essaie de goupiller tout ça avec ma vie personnelle également. Ça fait peut-être beaucoup, non ? Non, mais c'est bien, j'aime bien avoir une vie bien remplie. D'accord. Et donc, à quel moment tu t'es décidé que voilà, t'essayais de t'orienter vers la freelance et que c'était vraiment quelque chose qui te plaisait ? J'ai remarqué au travers de mes différentes expériences en tant que salarié que je manquais un peu de liberté et que j'aimais bien le côté changeant aussi des projets, et c'est vrai que le freelance est vraiment adapté à tout ça. Le fait de pouvoir organiser ses journées comme on veut, même par rapport à la vie personnelle, c'est quelque chose qui moi me tient à cœur. Et puis le fait de pouvoir sélectionner les projets sur lesquels j'ai vraiment envie de travailler, voilà, c'est une liberté d'être freelance qui est vraiment agréable. D'accord. Et donc ça t'a permis de voir aussi beaucoup de projets, de faire pas mal de petites choses. Qu'est-ce qui t'a le plus plu et quel projet ressort vraiment du lot dans tout ça ? J'ai travaillé pour beaucoup de projets. C'est vrai que la communication autour du Café Moustache au niveau du lancement et du financement participatif qu'on a pu faire, ça a été vraiment un des plus gros projets et très intéressant, et surtout le fait que ça voit le jour derrière, c'était vraiment quelque chose de hyper bien, quoi. Enfin, ça fait plaisir quand on se met à fond sur quelque chose que ça fonctionne. Et après, j'ai travaillé pour plein de typologies de clients. J'aime beaucoup travailler pour la restauration. J'ai notamment aidé un restaurant qui a ouvert sur Dieppe qui s'appelle Shekin, et pour le lancement, logo, le lancement de la communication sur les réseaux sociaux. Et puis après, je le disais, le nouveau client que j'ai, la marque de vêtements éco-responsables, c'est un super beau projet. Il y a tout à faire. C'est une marque qui vend des jeans et des t-shirts écologiques, et c'est une thématique qui est très intéressante, donc et qui se développe de plus en plus. Donc c'est un gros challenge et j'aime beaucoup. Donc dur d'en choisir un qui sort du jeu. Ouais, non, il y a beaucoup de projets intéressants, c'est vrai. Et du coup, le plus compliqué ou celui qui a peut-être été le moins simple et le moins sympathique à faire, est-ce qu'il y en aurait un ? Moins sympathique, non. J'ai compliqué, c'était peut-être finalement le café, parce que on avait toute la notion de financement qui était très importante, et sans financement on n'aurait pas pu ouvrir le café derrière, donc c'était peut-être le plus difficile en fait, parce qu'on avait vraiment la pression de se dire, si on réussit pas la campagne de financement participatif, on peut potentiellement ne pas ouvrir derrière. Donc ça c'était avec le plus gros challenge et la plus grosse pression. Ouais. D'accord. Donc là on a quelques petites questions qui arrivent tranquillement, et notamment comment est-ce que tu arrives à placer tes tarifs au niveau du monde de freelance et de tout ce que tu peux faire en... Alors c'est très difficile, parce que il faut savoir que quand on travaille en freelance, on a le prix du marché, mais on a aussi la valeur qu'on s'accorde, et ça c'est hyper important. On me l'a d'ailleurs appris en école de communication, que c'était important de savoir s'octroyer une valeur par rapport à son expérience, sa créativité, tout ce qu'on a fait avant, voilà. Mais il y a quand même le prix du marché, et il y a toujours des gens sur le marché qui vont brader les tarifs, donc c'est vrai que c'est assez difficile de se positionner. Moi j'essaye un petit peu de trouver les prix moyens, et puis après de voir si ça correspond par rapport au temps passé et à la valeur que moi je me donne, est-ce que ça correspond à ce que je pense valoir. Et voilà, je fais un peu, voilà. Après je m'adapte aussi parfois à mon client, parce qu'ils ont pas tous les mêmes budgets, et c'est vrai que travailler pour une grosse marque ou travailler pour des petits indépendants, voilà, moi j'aime bien m'adapter aussi à la personne que j'ai en face de moi, et ne pas proposer des tarifs trop lourds, surtout s'ils démarrent, pour les aider vraiment dans leur développement. D'accord. Donc pour rester dans le petit thème justement des clients,
on me demande comment est-ce qu'on peut te contacter ou éventuellement demander des devis ou des choses comme ça. Alors j'ai un portfolio en ligne, je sais pas si je peux le citer, Oui, c'est cocotte-communication.com. J'ai également une page Facebook par laquelle on peut me contacter, Cocotte Communication, un compte Instagram pareil. Et puis après j'ai un email, mais tout ça c'est trouvable facilement en ligne, notamment sur mon portfolio. D'accord. Donc directement Cocotte Communication. Ouais. Et on peut me trouver sur LinkedIn avec mon nom Constance Pinson aussi. Je réponds beaucoup aux demandes via LinkedIn. Oui, bah, c'est comme ça qu'on a plus C'est ça. le compris aujourd'hui. Donc on va continuer un petit peu. Est-ce que tu pourrais me donner toi ta définition de ce qu'est un community manager? Alors pour moi, un community manager, c'est une personne qui va gérer les réseaux sociaux, ça c'est un peu la traduction littérale, mais c'est aussi celui qui est un peu garant de créer et d'entretenir une communauté pour une marque et de développer l'image de la marque sur les réseaux. Donc le but c'est vraiment d'un peu créer le contact avec l'audience, donc avec les fans, les abonnés, réussir à les intéresser au quotidien, déjà pour qu'ils restent abonnés, mais aussi pour que derrière, éventuellement, ils achètent les produits si c'est une marque e-commerce par exemple. Donc voilà, c'est créer et entretenir une relation avec sa clientèle et les futurs clients éventuels. Et le travail que tu as donc effectué avec Café Moustache notamment, est-ce que toi, tu le rentres dans la case community manager ou pour toi, c'est même plus que ça? Alors, ça a été un travail plus large, mais par contre, il y a eu un gros boulot sur les réseaux sociaux. On a développé la communauté dès lors qu'on a lancé le financement participatif. Et ça nous a permis derrière justement d'avoir déjà des clients avant même d'avoir ouvert, puisqu'on avait une grosse communauté avant même d'avoir ouvert l'établissement. Donc, et à l'heure actuelle, on compte 12 000 fans sur Facebook et bientôt 5 000 sur Instagram si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que c'est génial parce que du coup ça nous permet vraiment d'entretenir le lien avec les clients et de susciter l'intérêt des gens qui ne sont pas encore clients et qui pourraient avoir envie de découvrir l'établissement. Et donc la création de toute cette idée-là, justement de Café Moustache, de l'idée de le faire en crowdfunding qui est particulier aussi, et de faire un bar achat à Rouen qui est quand même de base une idée assez originale. Comment est-ce que vous avez mis ça en place? Comment vous avez eu l'idée? Qui a eu l'idée, etc. Alors je travaillais dans une agence de marketing avec mon associée Julia. Et on travaillait ensemble, donc on a travaillé ensemble pendant 1 an avant de se lancer là-dedans. Et on avait envie de faire autre chose, on avait envie de développer notre propre projet et aussi de participer un peu à l'activité économique de notre ville. On aimait toutes les deux les chats, c'était une passion qui nous a réunis, et puis la pâtisserie aussi. Et du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et il s'avère qu'on avait toutes les deux testé des bars à chats, que ce soit en France ou à l'étranger. Il n'y en avait pas à Rouen à cette époque. Et on s'est dit, si on quittait tout et puis on se lançait dans l'ouverture d'un bar à chats à Rouen. Et l'idée est vraiment née comme ça, d'une idée un peu lancée, voilà. Et au final, on s'est lancé et on s'est dit, pour un peu jauger de la faisabilité et de l'attente aussi d'éventuels clients, on va lancer une campagne de financement participatif pour voir si les gens ont envie qu'il y ait ça et est-ce qu'ils sont prêts à participer pour voir naître le projet. Et effectivement, ça a eu un succès fou, donc on était très contentes. Donc toi, tu l'as bien vécu, ce côté financement participatif? Comme je le disais tout à l'heure, c'était beaucoup de stress parce que c'était important pour nous. On n'avait pas forcément une grosse mise de départ, donc c'était important pour nous d'avoir au moins ce premier budget pour pouvoir se lancer dans les premières démarches. Donc c'était de la pression, mais c'était aussi super galvanisant. On a appris beaucoup de choses, ne serait-ce que sur la création de sociétés, tout ça. Et puis surtout le soutien phénoménal des gens a été génial. Franchement, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et donc concrètement, comment est-ce que ça s'est passé au niveau aussi des chats? Je sais qu'il y a aussi un travail avec les associations et avec le fait d'ouvrir vraiment un café aussi, côté café. Comment est-ce que tout ça a pu s'orchestrer correctement facilement? Alors au départ, on n'avait pas d'association de partenaires. On souhaitait en trouver une, mais c'est vrai que au tout début, les associations de protection animale étaient un peu réticentes par rapport au projet parce qu'on avait entendu tout et n'importe quoi sur les bars à chats. Mais nous, il y avait vraiment ce côté associatif qu'on avait envie de mettre en avant et surtout, on voulait pas juste enfermer des chats quelque part et s'en servir. On voulait vraiment aider des chats à trouver des familles d'adoption. Et notre but, c'était vraiment que le café soit un lieu de passage pour eux, pour trouver une famille. Et c'est l'association Fait l'Impossible 76 qui nous a contactés, qui nous a dit, on adore votre projet, on a envie de travailler avec vous. Et de là est née une super relation qu'on a avec eux aujourd'hui. Donc pas trop compliqué au niveau éventuellement de la sécurité, des normes Alors les normes de toute façon c'est de base les mêmes que celles de tout restaurateur, les normes d'hygiène, les normes de sécurité incendie, etc.
Et par rapport au chat, il y a une formation obligatoire à faire. Voilà, on a tout suivi dans les règles et puis ça s'est très bien passé. On a eu des contrôles et tout s'est très bien passé. Donc c'est le principal. Donc plutôt team chat que team chien du coup. Ouais, j'ai les deux à la maison, mais c'est vrai que bon, un café à chat, c'est quand même un petit peu plus simple qu'un café à chien, même si ça existe. C'est pas la même gestion. Un chat, c'est quand même plus indépendant et plus solitaire. Donc c'est vrai qu'à gérer au quotidien, voilà, c'était plus simple. Et puis c'est vrai qu'à la base, c'était notre passion les chats. Donc, D'accord. Donc là, on va passer sur un autre type de questions, un peu plus du tac au tac. Tu dois choisir seulement une des deux propositions. Okay. Et après, tu peux expliquer si vraiment t'as envie. Instagram ou Facebook? On commence dans le dur directement. Instagram, allez. Instagram. Plutôt story ou IGTV du coup sur Instagram? Story. Télévision ou Internet? Internet. Et si on met Netflix dans la télévision? Internet. Internet quand même. Plutôt vlogging ou plutôt blogging? Pour ma part, blogging. Et à regarder peut-être... Plutôt vlogging peut-être, ouais. Bah du coup, dans la même question, plutôt créer ou plutôt consommer du contenu sur Internet? Le Joker. Les deux, mon capitaine. Créer, peut-être. Ouais. Du coup, je sais que tu fais beaucoup de photographie et beaucoup de graphisme. Est-ce que tu devais en choisir un? Tu prendrais quoi? Entre photographie et graphisme? Pas facile, ça. Allez, graphisme, s'il faut vraiment choisir. Plutôt Big Data ou Anonymous? Big Data. Et du coup, plutôt aujourd'hui CDI ou freelance? Freelance. D'accord, bah merci beaucoup, ça a été très réactif. Donc on a quelques petites infos aussi sur le chat. Donc merci d'ailleurs pour toutes vos questions, ça nous permet de faire vivre un petit peu l'interview. Une petite question autour de la mobilité, parce que je sais que du coup tu travailles sur Rouen, sur Paris et puis sur toute la région. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça et puis quel est ton rayon d'action? Alors de base, moi je préviens souvent qu'en freelance je bosse plutôt de chez moi. Parce que si j'ai décidé de travailler en freelance, c'est aussi pour avoir ma liberté de lieu où travailler. Mais je peux faire des déplacements ponctuels en région ou à Paris parfois, ne serait-ce que quand j'ai un gros contrat avec un client, je sais que ça va durer longtemps, j'aime bien rencontrer quand même, et c'est pour fixer un peu les bases, se présenter, c'est quand même plus sympa. Mais voilà, après, la plupart du temps, je travaille de chez moi. D'accord. Du coup, aujourd'hui, t'as combien d'adoptions de chats? Et puis, combien ont été adoptés avec Café Moustache à peu près? Alors avec le café, si je ne me trompe pas, on est bientôt à 84 adoptions en bientôt 2 ans. Ce sera 2 ans en octobre. C'est un beau chiffre. C'est un super chiffre, on est très contente. D'accord. Donc on va continuer un petit peu. Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à répartir ta communication entre ta communication pro, le fait que toi tu utilises des réseaux sociaux, éventuellement la communication que tu fais pour tes clients? Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça avec ton smartphone, ton PC, etc. Alors, d'un point de vue technique, j'utilise un ordinateur portable, donc un Mac, avec un écran en plus à la maison. J'ai mon téléphone, mon smartphone. Et après, comment je gère? En général, quand j'ai beaucoup de comptes à gérer et qui sont pas les miens, je laisse un peu les miens de côté. Après, c'est bien quand même d'être présent et d'essayer de mettre du contenu, ne serait-ce que sur mon compte pro. Mais sinon, je gère en priorité les comptes de mes clients et voilà, j'ai les notifs, je gère les notifs dès que j'ai un instant, je regarde. Le but, c'est d'être vraiment réactif quand on gère des réseaux sociaux, donc il faut, je pense, prendre un peu de son temps aussi pour vraiment que ça fonctionne. Le but, c'est que si quelqu'un pose une question, qu'on réponde pas 4 jours après. Voilà, c'est de montrer qu'on est là et qu'on est là pour les futurs clients ou les clients actuels. Et une des grosses questions justement là-dessus au niveau des community managers, c'est au niveau du soir et des week-ends. Comment est-ce que toi est-ce que tu fais des breaks à des moments précis ou est-ce que c'est vraiment Alors en tant que freelance, j'ai envie de te dire qu'on travaille quand on veut et c'est à nous après de voir avec nos clients quand ils ont besoin. Après c'est rare que les clients travaillent le week-end quand c'est des marques déjà installées. Mais moi si j'ai pas quelque chose de personnel de prévu le week-end, je vais regarder les notifications. Voilà, je m'adapte et puis vraiment les notifs ça prend pas longtemps, il vaut mieux regarder une fois par jour, même le week-end. Et sinon après pour les grosses missions, le graphisme et tout ça, je le garde plutôt pour la semaine. D'accord.
Et donc, au niveau que ce soit de tes réseaux sociaux ou de ton graphisme, etc., qu'est-ce que tu utilises comme outil, on va dire, comme workflow de ta prise de vue ou de ton graphisme jusqu'à ta communication? J'utilise beaucoup d'outils. Pour tout ce qui est prise de vue, photo et vidéo, j'utilise un Canon, un réflexe professionnel. Après, retouche Photoshop à fond. Après, ça m'arrive d'utiliser Illustrator et InDesign pour certains projets, mais Photoshop vraiment la plupart du temps. Et pour le montage, ça peut être Premiere, ça peut être des applications mobiles aussi que j'utilise pas mal pour faire des micro-vidéos, des stories, qui s'appelle Mojo. C'est une super appli, je la conseille. Et après, il y a plein d'outils, même pour gérer les réseaux sociaux, pour programmer, Buffer, je vais passer des meilleurs, il y en a beaucoup de business managers, mais évidemment, pour gérer tout ce qui est publicité sur Facebook et Instagram. Voilà, il y en a beaucoup, et c'est bien de trouver l'outil qui nous correspond en tant que community manager pour gérer vraiment les choses comme nous on le sent. Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Faut un outil sur lequel on est à l'aise, c'est le principal. Parce que c'est vrai qu'entre, ne serait-ce que Buffer, le Suite, etc., aujourd'hui ça peut être compliqué aussi, notamment, je vois souvent la question revenir au niveau d'Instagram, avec un certain nombre de comptes Instagram, ça peut être compliqué à gérer aussi au niveau des applications. Est-ce que tu as des petites astuces comme ça pour t'en sortir? Pour les campagnes, en tout cas, moi, pour les campagnes publicitaires, je passe vraiment par Business Manager quand il y a Instagram et Facebook, parce que ça se complète les deux, et voilà, comme ça. Après, pour la gestion du community management, c'est vrai qu'Instagram bloque encore pas mal de trucs. On peut pas avoir plus de 5 comptes en même temps connectés. Ça, c'est un peu embêtant, mais je pense que vu comment ils arrivent à développer les plateformes publicitaires, ils vont finir par un peu faire un truc mieux pensé peut-être pour Instagram. Après, il serait temps de parce que ça fait quand même quelques années que ça cartonne, mais voilà, j'ai pas d'astuce particulière. Il faut réussir à jongler, et puis je pense qu'il faut faire attention au nombre de comptes qu'on gère en même temps. Il faut réussir à faire des choses bien sur chaque compte, donc il faut pas non plus en avoir une 60aine à gérer en même temps. Une petite question du chat. Donc dans tout ça, quel est vraiment ton logiciel préféré ou celui que tu utilises, on va dire tous les jours, c'est ouvert sur Internet? Tous les jours, c'est Photoshop, que ce soit sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, parce que j'ai la version Apple de Photoshop. Comme j'ai un compte en fait sur ordinateur, je peux connecter mon compte sur mobile, et ne serait-ce que quand je prends une photo, j'aime bien faire des petites retouches comme je ferais sur mon ordinateur. Et voilà, c'est Photoshop, j'utilise tous les jours depuis plus de 10 ans. Donc malgré un écosystème Apple, plutôt Adobe quand même que Premiere. Final Cut ou des logiciels. Ouais, bizarrement, la suite Adobe, elle est vraiment complète et elle est super, et elle fonctionne très bien sur Apple, donc. D'accord. Donc, sinon, une astuce, peut-être une nouvelle astuce ou une astuce de grand-mère pour être sûr de réussir sa campagne de crowdfunding ou sa communication sur un nouveau projet? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui lancent des campagnes de crowdfunding et qui ne pensent pas à bien communiquer autour, alors que c'est pas évident pour les gens d'aller donner de l'argent pour une cause, ou d'aller rechercher sur les plateformes de crowdfunding les projets. Donc l'astuce que je dirais, c'est vraiment communiquer à fond, et surtout ne pas négliger l'importance des réseaux sociaux là-dedans, parce que c'est vraiment des outils géniaux pour diffuser auprès d'un maximum de personnes les campagnes de financement participatif, et on peut faire des ciblages très précis avec Facebook notamment, pour montrer vraiment une typologie de projet à une typologie d'audience vraiment précise. Et je pense qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui laissent un peu de côté les réseaux sociaux, mais je pense que c'est bien, et si jamais la personne n'est pas assez en capacité de gérer ça seule, qu'elle n'hésite pas à se faire aider par des gens, des freelances ou des amis qui savent mieux gérer, mais c'est vraiment important de nos jours de faire appel aux réseaux sociaux. Et donc dans votre communication justement au niveau du crowdfunding, qu'est-ce qui a pu faire justement que vous ayez absolument réussi, vous avez bien dépassé le cap? Est-ce qu'il y a une chose que vous avez faite? Les campagnes Facebook. On a mis en place des campagnes de publicité Facebook en ciblant, parce que c'est très précis, en ciblant les personnes qui avaient un intérêt pour les chats. Et du coup, l'algorithme Facebook calcule plein de choses en fonction de ce qu'on like, ce qu'on publie, ce qu'on aime, etc. Donc, on a ciblé les personnes fans de chats dans une zone géographique d'à peu près 40-45 km autour de Rouen. Et voilà, en faisant des publicités aussi un peu jolies, avec des beaux visuels. Ça a amené beaucoup de fans sur la page, et ça a amené beaucoup de participation sur la cagnotte. Donc, ça a été l'élément principal qui a fait qu'on a bien réussi. Donc, à la fin de la cagnotte, vous aviez déjà à peu près combien de personnes sur la page? Je crois qu'on avait, avant l'ouverture, il me semble qu'on avait entre 3000 et 4000 fans déjà. Ah oui.
Donc, ça peut se bousculer un petit peu. Ouais. Non, à l'ouverture, oui, ça a été très intense. Parce que déjà, là, on voit que c'est la reprise de vacances et toute la journée, c'était... Oui, c'est pas tout le cas tous les jours, hein, il y a encore de la place quand même, mais c'est vrai qu'il y a des journées comme ça où les gens viennent en masse et on est toujours contente quand il y a du monde. D'accord. Petite question du chat encore. La plus grande fierté à travers tous les projets, voilà, ce qu'aujourd'hui t'hésites pas à mettre en gros sur ton site. C'est mon côté entrepreneur, du coup, que ce soit pour le café ou même en me lançant en freelance, c'est vrai que c'est des expériences qui apportent beaucoup. Humainement, même au niveau technique, au niveau apprentissage, ça apporte vraiment énormément et ça crée comme ça une ligne d'expérience qui, je pense, enrichit énormément un CV. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour je retournerai dans le salariat et je pense que mon expérience sera vraiment variée et riche et que l'entrepreneuriat, ça montre aussi une certaine personnalité, de motivation et je pense que c'est la chose dont je suis le plus fière, mon côté entrepreneur. Tu referais un crowdfunding et tu referais des projets dans le style que tu as déjà fait ou tu préfères attaquer de nouvelles choses à chaque fois? Ça dépend de l'idée que j'ai et ça dépend, je pense, aussi du marché du moment, parce que c'est vrai que nous, on a été à une époque où on a eu de la chance, les gens étaient plutôt enclins à donner. Là, pour avoir géré il y a peu de temps une autre campagne de crowdfunding pour un projet un peu similaire, on a vu que les gens avaient beaucoup plus de mal à donner de l'argent et que voilà, on est dans une époque qui est un peu plus compliquée à ce niveau-là. Donc après, il faut bien étudier aussi le marché quand on se lance dans un projet et ne pas toujours compter sur le crowdfunding. Il y a aussi d'autres moyens pour financer des projets. Il y a beaucoup d'aides, que ce soit de la ville, de la région. Nous, on a beaucoup été aidés par la ville de Rouen et la métropole. Et voilà, il y a plein de solutions pour financer un projet, pas que le crowdfunding, même si c'est vraiment un moyen de jauger son projet avant même de le lancer. D'accord. Donc là, au niveau du chat, ça va, ça s'est un petit peu calmé. On va essayer de voir un petit peu sur le futur. Et là, aujourd'hui, on parle beaucoup des monnaies électroniques, de Libra, qui arrive avec Facebook, des GAFA. D'après toi, c'est quoi un petit peu le futur qui va arriver très prochainement au niveau des réseaux sociaux et tout ça? C'est une très bonne question, mais en tout cas, ça me fait un peu peur. Je sais pas si les personnes qui regardent ont vu la série Black Mirror, mais on voit très vite les débordements que peuvent avoir les réseaux sociaux. Après, je pense que ça reste des outils formidables, mais pour moi, le futur, c'est un peu la peur que ça aille trop loin, en fait, que ça aille trop dans le jugement, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est beaucoup de jugements ouverts, alors qu'on a tendance, quand on se voit comme ça, à ne pas dire tout ce qu'on pense. Et je pense que c'est des plateformes où on dit un peu trop toujours ce qu'on pense, librement. Et voilà, ma crainte, c'est que ça bascule un peu trop là-dedans. Pour en revenir à la série, voilà, les gens qui se notent entre eux pour pouvoir avoir un certain standing dans la vie, voilà, c'est des choses qui font réfléchir quand on voit cette série et on se dit, faudrait pas basculer là-dedans. Justement, Instagram commence à réagir par rapport à ça. Et à proposer de faire disparaître le nombre de likes sur les photos pour le public. Toi, comment est-ce que, justement, en tant que fan d'Instagram, comment est-ce que tu vois cette tendance? Je comprends. Après, ça n'empêchera pas... je comprends pour limiter la course au like, mais du coup, c'est un indicateur qui est très utile pour les influenceurs comme pour les professionnels, pour savoir un peu l'intérêt que les gens ont pour la marque ou pour la personne ou pour les produits. Du coup, même si je comprends la démarche, je trouve que c'est un peu dommage pour tous ceux qui jouent le jeu correctement en règle générale, quoi. D'accord. Et d'un autre côté, on a toujours Uber ou tous les nouveaux, on va dire, réseaux un petit peu parallèles qui apparaissent et qui, eux, fonctionnent beaucoup sur la notation. Est-ce que, d'après toi, ça va continuer dans cette direction-là, ou est-ce qu'on va commencer un petit peu à trouver un entre-deux? Je pense que on est bien lancé quand même pour partir là-dedans. La notation et les avis clients, en règle générale, les avis des gens, c'est très important. On le voit notamment dans le secteur du e-commerce. Les gens se fient beaucoup aux avis des gens et des autres utilisateurs et des internautes. Et pour l'instant, on est vraiment dans cette dynamique et les e-commerçants se mettent vraiment dans cette dynamique. La recommandation, c'est quelque chose qui fonctionne énormément sur Internet et ça fonctionne d'ailleurs dans la vraie vie aussi avec le bouche à oreille. Et je pense que pour l'instant, en tout cas, on part vraiment là-dedans. Après, à voir si ce sera trop ou pas. D'accord. On va finir sur une question particulière, donc qui vient du chat aussi. Quel est ton principal conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en communication et en communication digitale?
Alors, mon principal conseil, c'est de faire preuve de beaucoup de curiosité. Il faut vraiment se renseigner beaucoup, faire beaucoup de veille en fait. On nous l'apprend d'ailleurs. J'ai fait une école de communication et on nous apprend à faire de la veille. Et au départ, quand on nous le dit, ça nous saoule d'aller regarder tous les jours l'actualité. Mais en fait, c'est quelque chose qui nourrit énormément. Et on a besoin d'être toujours à l'affût de ce qui se passe dans le digital parce que ça évolue très rapidement. Donc mon conseil, c'est vraiment ça, c'est d'être à fond à l'affût. Et après, le digital, c'est hyper large, la communication aussi. Donc si vous avez la possibilité de faire des études dans ce domaine-là, ça peut vous donner vraiment des bonnes bases. Mais ce qui va vraiment primer, c'est aussi l'expérience en entreprise. Avoir les bases, c'est bien, mais développer ses compétences en travaillant, c'est aussi très bien. Donc pas hésiter à faire des stages, privilégier pourquoi pas l'alternance aussi, parce que c'est très formateur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans ces domaines-là et c'est pas facile, mais il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Toi, c'est ça que t'as fait, c'est de l'alternance avant de... Non, moi j'ai fait un cursus classique et après pendant tout mon cursus, j'ai fait plusieurs stages et à la fin j'ai été embauchée dans l'entreprise où j'ai fait mon dernier stage. Ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont vraiment très riches et je pense qu'on plu à beaucoup de monde. J'ai vu pas mal de réactions sur le chat et je pense qu'il y en aura encore dans les prochains jours. Donc tu peux retrouver tout ça sur Facebook Influencio. Et puis, de toute façon, on continuera à mettre des petites informations et des petits articles comme ce que tu nous as parlé. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et puis sur Facebook. On va continuer dans ces démarches-là encore pendant quelques temps. Merci beaucoup. Merci.